Je vous remercie et je félicite et je rends hommage au bureau en exercice et à la Belgique. Le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont abattu selon les normes qui nous guident, qui sont les normes internationales des droits humains, avec tout ce qu'il y a d'abnégation, de démarches apolitiques, impartiales, et qui a pour seul motif l'être humain. Je pense que c'est très lourd si la torture est fréquente. Et le rapporteur sur la torture, il y a même des prisons déclarées qu'il n'a pas pu visiter. Parce que j'étais en prison lorsqu'il était venu. À la prison centrale de Nouakchott, j'étais là-bas. Il ne m'a pas visité. Moi et beaucoup d'autres, tout un bloc où il y a beaucoup de prisonniers qui ont subi la torture. Quelqu'un lui a posé la question. Est-ce que tu as vu Biram? Bien que moi, tout de suite, je vous dis que je préfère que le rapporteur sur la torture s'appesantisse sur la situation d'autres prisonniers qui sont moins connus que moi et qui ont certainement subi beaucoup plus dur. Mais l'avantage qu'il me rencontre, c'est qu'il allait avoir des informations précises, des informations globales qui ne concernent pas seulement ma situation, et il va les avoir de manière à ce qu'il peut en disposer, puisse les exploiter. Mais il a dit non le jour où je venais à la prison où Biram était à l'hôpital. Alors que c'est faux, je n'étais pas à l'hôpital. Mais eux, ils ont barricadé, ils ont élevé les portes en fer lorsque lui il venait, et ils l'ont guidé. Donc ils l'ont empêché de voir l'horreur dans sa totalité. À chaque fois que les autorités mauritaniennes adoptent une loi onusienne ou des recommandations de l'ONU sur un domaine de droit, c'est qu'ils vont sévir. Lorsqu'ils ont voulu nous condamner lourdement les militants anti-esclavagistes, ils ont pris le soin juste avant de considérer l'esclavage, de faire une loi qui alourdit la peine de l'esclavage. Et lorsque ils ont édicté la loi et le mécanisme sur la torture sous recommandation de l'ONU, c'est là-bas où ils ont arrêté et torturé les 13 militants d'IRA, les militants du 25 février. Et c'est le moment où ils ont sévi dans les rues, où il y a eu vraiment des atrocités dans les rues et dans les cachots de police et de gendarmerie. Je pense que la Mauritanie est dans une phase très difficile. Ce rejet des amendements constitutionnels a divisé beaucoup le bloc qui entourait le chef de l'État. Et lui-même, il est en difficulté. Et pratiquement la seule institution qui reste entre ses mains, c'est l'institution militaire. C'est l'institution militaire qu'il essaye d'utiliser pour faire un passage en force et rester au pouvoir d'une manière ou d'une autre. L'emprisonnement des 13 militants, leur torture et la répression violente et systématique qui a été appliquée comme régime à toutes les manifestations de notre organisation. Malgré tout ça, la mobilisation interne et la mobilisation internationale en faveur de l'Irak a pu donner des résultats très positifs. On pense que la mobilisation doit continuer pour tirer ces Moussa Bilal Biram et Abdallah Ma'atallah Salik de la prison de Bir Mougrain.
C'est pourquoi nos amis ont bien fait de vous proposer à la fin de cette séance un document à signer en ce sens. Et on a remarqué aussi que maintenant, les autorités et ces personnes tentent de faire une offensive vers les partenaires internationaux à qui ils envoient des emails et des informations dénuées de tout fondement et qui visent à créer aussi l'amalgame et la désinformation entre IRA et ses partenaires. Sur la question des femmes, c'est l'un de notre talon d'Achille. Le problème en Mauritanie, c'est que, ou en Afrique, ou dans le monde arabo-musulman, c'est que vous pouvez trouver un grand défenseur des droits de l'homme, mais qui ne reconnaît pas la parité entre hommes et femmes, qui ne reconnaît pas que la femme doit agir au même titre que lui, doit penser au même titre que lui. Et je pense qu'en Mauritanie, on en souffre, et à Ira aussi, on en souffre. Parce que moi-même, je suis souvent attaqué par des membres de Ira. Ceux qui décident de partir le font publiquement. Ceux qui ne sont pas partis encore de Ira, ils me le reprochent en privé que je donne beaucoup de place à Leïla. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais pourquoi elle parle? Mais elle doit rester avec les enfants. Elle doit rester dans son foyer. Et ils sont étonnés que dans de grands rassemblements, elle est là à côté de moi. Et ils oublient que Leïla est une militante, engagée, et qui a aussi payé le prix lourd du militantisme. Elle n'est pas la seule. Beaucoup d'autres militants de IRA. Moi, par exemple, je n'ai jamais présidé le bureau exécutif de IRA depuis 2013 jusqu'à nos jours. Je ne l'ai jamais présidé. Ceux qui le président, qui sont les vice-présidents, ils ont toujours distribué des convocations aux membres du bureau exécutif. Et une seule femme, la vice-présidente Kumba, reçoit la convocation. Toutes les autres filles, membres du bureau exécutif, n'ont jamais été convoquées. Mais les hommes, on les convoque tous. Et les gens nous promettent qu'ils vont vraiment... Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dont nous souffrons. Et nous devons... La lutte pour les droits de l'homme, c'est une lutte de tous les jours. J'ai seulement une question concernant une interview que vous avez donnée la semaine passée, je crois. Et vous avez dit dans cette interview que ça ne pose pas de problème de garantir un pardon pour le président Aziz après son départ du pouvoir. J'ai dit que moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je suis prêt à souscrire à ce que le chef de l'État, Mohamed Ould Abdel Aziz, s'il se retire en permettant des élections transparentes, régulières et une démocratisation de la Mauritanie, moi, je suis pour faire un deal avec lui pour qu'il ne soit pas poursuivi. Parce que ça va nous épargner les bains de sang, ça va raccourcir le chemin et ça va nous permettre de trouver l'avènement de la démocratie, de l'état de droit, sans effusion de sang. C'était ça le sens de mes propos. meeɗa yidema e nder internet aɗa yehi mbani waɗa to meeting walla haalande pel sukaɓe fuutankoɓe ko gonɗa e dow muɗum emin namdima holɗum ɗon. Assalamu aleykum wa min beltinima. C'est nous à Irak qui ont ouvert les chemins de Inal, de Sorimale et de Wochi. Et on a fait la caravane de la vallée. Donaï et les autres villages, Pel ou Poularofon, qui ont perdu leurs terres, perdu tout et perdu même là où enterrer leurs morts. C'est nous. J'ai fait 2 ans de prison à cause de ça. Le recensement
injuste à caractère racial et qui projette les Noirs de Mauritanie dans la situation d'apatride, je pense que nous nous battons contre ce recensement avec nos partenaires et sur le terrain. Nous nous battons aussi pour l'expropriation foncière dont sont victimes des personnes qui ne sont pas esclaves. Ma satisfaction morale est placée dans le soutien aux plus humbles jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que je ne suis pas le seul. Il y a autour de moi ici beaucoup de gens qui sont dans cette logique et ailleurs encore en Mauritanie. Je pense qu'il faut s'adonner à la lutte. Il faut que vous-même, vous venez, vous tous, vous dites que ce combat est conforme à vos valeurs, à vos idées, à votre engagement. Engagez-vous. Et soyez à côté de moi, à côté de Marivonne, à côté de Claudio et des autres, à côté des gens qui sont à Nouakchott, qui sont un peu partout, qui se battent. Et quand quelqu'un débarque du navire, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vous tenez bien le navire. Ce pouvoir a décidé, parce que c'est un pouvoir afrophobe, négrophobe, un pouvoir qui a décidé d'éliminer une grande partie de la population noire de Mauritanie, dénégrifier la Mauritanie, épurer la Mauritanie des Noirs, mais surtout épurer les Peuls, les Poulards, qui sont l'élément le plus émancipé, qui sont les plus instruits et qui ont le plus la capacité de concurrencer, de compétir avec les cadres et l'élite Maure. L'élite Maure a voulu éliminer les Poulards. Ça ne s'appelle pas événement 89. Ça, c'est cacher la réalité. C'est une tentative de génocide. Moi et les gens de Hira, nous sommes pris pour cible du pouvoir, parce que le pouvoir nous traite d'extrémistes, parce que nous, on a dit cette vérité. Mais quand les autres parlent, ils disent événement 89, passif humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas passif, il est actif. On vit encore la situation. Mais c'est passif, c'est ce qui est passé. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Mère Oley? Mère Oley Sall, qui a perdu son fils de 25 ans, assassiné par des gens qu'elle connaît, qui sont là en vie, qui ont le pouvoir en Mauritanie, qui participent au pouvoir. Assassiné seulement parce qu'il est noir. Aucun autre crime, aucune autre infraction. Elle vit avec la douleur. Elle vit avec un cœur lourd d'impuissance. Elle est trahie par tout le monde quand les gens disent passif humanitaire. Rien n'est passé pour elle. Rien n'est passé pour les enfants des 28 soldats, officiers, sous-officiers qui ont été pendus, égorgés à Inal pour fêter l'indépendance, comme des moutons. Non, ce n'est pas passé ça. Ce n'est pas un passif humanitaire. Ce ne sont pas des événements de 89. Ce ne sont pas des événements entre le Sénégal et le Mali. C'est des événements entre les Mauritaniens et les Mauritaniens. C'est des événements entre les racistes mauritaniens et les victimes de racisme mauritanien. Et les Haratines. Ils sont utilisés par les maîtres pour faire la cuisine, pour faire des enfants, pour porter ce qui est lourd, pour travailler dur. Et ils sont aussi utilisés pour tuer. Pour vous tuer, pour me tuer, pour m'insulter. Ce sont des haratines qui sont utilisés par le pouvoir pour m'insulter, pour dire que je mens, pour dire que je suis un traître, pour dire que je suis un imposteur, un arriviste. Lorsqu'on partait à Inal, en 2011, pour prier sur les martyrs à Inal, il y avait 450 personnes, dont plus de 350 sont des haratines. Personne ne peut plus utiliser les haratines en masse maintenant contre personne, contre une autre personne. Mais on peut utiliser certains cadres haratines à qui qu'on peut corrompre par des postes, par l'argent que l'État peut corrompre. Mais les populations haratines, les populations sont avec nous, marchent avec nous, se sacrifient avec nous et ils sont dans les rues par milliers, par dizaines de milliers et le pouvoir n'en peut rien. Et c'est pourquoi le pouvoir nous interdit. C'est pourquoi le pouvoir
ne peut pas nous donner le champ libre à l'action parce qu'on a gagné la bataille sur la conscientisation des Haratin, des populations Haratin. Mais aussi, il faut travailler aussi de votre côté. Pendant cette période d'assassinat où on faisait traverser, on larguait au Sénégal comme des moutons les autres Fulbe, les autres Walpola, des hommes de grandes familles Fulbe et Torobe sont sortis dans la télévision pour justifier, pour dire Ma'awiya Hali Gonga, Ma'awiya Wadi Gonga, ils l'ont dit. Et ce ne sont pas des Haratin. Et certains continuent à le dire. Et certains sont venus ici à Bruxelles pour dire qu'il n'y a pas eu de Tachinabe, il n'y a pas eu de Warnabe. Ce sont des Pels, ce ne sont pas des Haratin. Il faut le dire. Bon, je pense qu'on doit faire le travail sur les morts, sur les Haratin, sur les Pels, sur tout le monde. Tout le monde a besoin d'aide. Et comme quelqu'un a dit, il nous faut un président noir. Je lui dis qu'on peut aussi avoir un président mort, blanc, s'il est juste, et il va faire la justice comme moi je l'ai fait ou toi tu l'as fait. Je vous remercie. Un rapport présenté par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, humains ou dégradants, qui était en Mauritanie il y a un an, en février 2016. Il est indiqué qu'il y a des lois qui ont été adoptées, mais qu'elles ne sont pas mises en œuvre. La torture et les mauvais traitements restent encore fréquents en Mauritanie, surtout pendant la première période de détention. À propos de l'esclavage, eh bien, ce rapport des Nations Unies dit un peu la même chose. Il dit qu'il y a des bonnes lois qui ont été adoptées. Il y a eu une loi en 2007, et il y a eu une autre loi en 2015, mais que ces lois ne sont pas mises en œuvre et que des pratiques analogues à l'esclavage, dit le rapport, restent une réalité en Mauritanie. Troisième point, troisième critique très grave, les mutilations génitales féminines, qui sont toujours courantes en Mauritanie, indique ce rapport. 69% des femmes en Mauritanie seraient victimes de mutilations génitales. Et enfin, dernier point avant-dernier point de ce rapport, les conditions de détention sont souvent considérées équivalentes à un traitement inhumain et dégradant. Il y a d'ailleurs des prisons qui sont des prisons non officielles, des prisons clandestines du pouvoir, et le rapporteur n'a pas pu les visiter. Donc, il craint que dans ces prisons clandestines, le traitement des prisonniers soit en réalité pire qu'il ne l'est dans les prisons officielles. Et je termine avec la dernière critique importante portée par ce rapport. L'impunité, c'est-à-dire l'absence de justice, reste la règle en Mauritanie. Face à la violence des agents de l'État, face à la torture, qui reste peut-être pas généralisée mais fréquente, dit le rapport, eh bien, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de volonté politique qui permette que le système judiciaire fonctionne. Et comme on le sait, la justice indépendante, pouvoir châtier et condamner les responsables de violation des droits de l'homme est un élément important, un pilier donc d'un état de droit. Et ce rapport laisse clairement entendre, indique clairement que ce pilier de l'état de droit ne fonctionne pas en Mauritanie. C'est que Philippe Alston signale qu'il a constaté l'exclusion des Haratines et des Afro-Mauritaniens dans toutes les positions du pouvoir réel. Donc, ces personnes sont exclues de la vie économique et sociale alors qu'ils représentent 2/3 de la population. Il a constaté aussi que beaucoup n'avaient pas de carte d'identité nationale, ce qui fait qu'ils n'ont pas de droit de vote, ce qui fait que les enfants n'ont pas accès à l'école après le primaire, pas de job au niveau gouvernemental, etc. Le droit à la santé n'est pas pris à bras-le-corps, il y a de très longues distances entre les dispensaires ne sont pas bien fournis, ni en personnel, ni en médicaments.
Et il souligne d'ailleurs que la Mauritanie a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde.